préparation longue distance, c'est maintenant. Cette petite intervention vient dans la continuité de l'article que vous avez pu trouver dans le dernier Trimax Triathlon Magazine. Alors l'entraînement longue distance, effectivement, c'est un entraînement qui est assez engageant, je dirais, pour pas dire contraignant, puisque c'est vrai que lorsqu'on prépare un Alpha Ironman et encore plus un longue distance type Ironman, Embrunman, longue distance Alpe d'Huez, etc. Il faut vraiment y consacrer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour espérer être en forme le jour J. Alors cette préparation, elle a probablement débuté il y a maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour tous ceux qui ont un objectif dès cet été. Écoutez, pour ceux qui ont des objectifs plus lointains, à l'automne prochain ou même en 2020, vous allez pouvoir capter de l'information pour préparer sereinement votre prochain gros objectif Ironman. Déjà, on va faire un petit rappel sur les déterminants de la performance longue distance. Bien entendu, le facteur numéro 1, c'est l'endurance. Pour aller au bout d'un full Ironman, il faut avoir la distance dans les jambes, dans les bras. Il faut avoir la capacité, comme je dis souvent, pour un petit peu démystifier le format et le côté un peu impressionnant des chiffres. 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon pour couronner le tout. Comme je dis souvent, voilà, il faut être prêt à faire une grosse journée de sport, pour pas dire une très grosse journée de sport. Donc pour ça, il faut une endurance physique, mentale, qui va être un petit peu la base de votre performance. Donc à un moment ou à un autre, quand on prépare un longue distance, il va falloir faire du volume. C'est presque illusoire de se dire qu'on peut aller au bout d'un Ironman sans avoir fait des longues distances à vélo, sans avoir fait des séances longues à pied. Voilà, qui dit longue distance dit gros volume d'entraînement, et en particulier à certains moments clés de la préparation qui sont les fameuses phases de surcharge qui permettent de franchir des paliers d'endurance. Et on va en parler après, on va voir à quel moment ces phases sont importantes. Après, il y a un deuxième facteur qui est fondamental dans la longue distance, c'est le côté, je dirais, rendement, économie, technique. Quand on veut aller loin, il faut être capable de se déplacer relativement rapidement en dépensant le moins d'énergie possible. Et ça renvoie directement à la notion de technique. Voilà, pour nager à l'économie, il faut avoir une bonne technique de nage, avoir de la glisse et être capable de nager relativement vite sans faire trop d'efforts. En vélo, c'est un peu pareil. Pour aller loin, il faut une bonne technique de pédalage, une bonne position aéro, une bonne pénétration dans l'air sur un parcours rapide. Il faut être capable d'enchaîner les montées, les cols quand on est sur un parcours plus montagneux, comme le Ventoux-Man ou le triathlon Alpe d'Huez ou encore même l'Embrunman. Et à pied, bien entendu, plus on est bon coureur avec une belle technique de course, une bonne économie gestuelle, plus on va pouvoir envisager de courir vite sans faire trop d'efforts. Donc la technique est fondamentale et elle est intimement liée à la notion d'endurance. Et on va voir que ça conditionne bien entendu l'entraînement je dirais, à mettre en œuvre pour bien préparer un objectif longue distance. Après, effectivement, on a des facteurs peut-être un petit peu moins fondamentaux, mais qui ont aussi leur importance dans ce fameux puzzle de la performance, à savoir que à un moment ou un autre, il faut aussi de la force musculaire, et notamment de l'endurance de force. Voilà, nager est un effort qui nécessite une certaine force pour enchaîner les mouvements de bras et nager le crawl efficacement. Le vélo, ça reste une machine de musculation, la bicyclette, et plus on va être capable d'emmener du braquet en tournant les jambes,
à un bon rythme, sans trop forcer, mieux ça va être. Et pour ça, il faut de la force musculaire. Et a fortiori, c'est le cas de le dire, si le parcours présente des successions de petites montées, des moments où on va rouler peut-être un petit peu plus en puissance, parce qu'il y a des petites bosses raides à franchir, etc. Tout ça, ça nécessite un minimum de force musculaire. Et troisième point, pour la course à pied, un certain nombre d'études scientifiques montrent aujourd'hui que plus on a de force dans les extenseurs, par exemple sur le mouvement de type squat, donc d'extension des jambes, plus on va être capable d'être efficace dans sa foulée, d'avoir une bonne économie gestuelle et de courir vite. Donc la notion de force musculaire est fondamentale dans la préparation longue distance en complément de l'endurance et de la technique. Et enfin, pour terminer, et ça c'est je dirais le dernier point que j'ai retenu, la consommation maximale d'oxygène, la fameuse VO2 max, est un facteur qui va influer, puisque plus votre cylindre est élevé, plus vous êtes capable d'utiliser d'oxygène, et donc de nager vite, de pédaler vite, de courir vite sur des efforts très brefs et très intenses, et plus vous allez potentiellement pouvoir aller vite sur des distances plus longues. Il faut partir du principe que qui peut le plus peut le moins, et que plus votre VO2 max de base sera élevé, plus ça va vous aider pour avoir une certaine vitesse, y compris sur du longue distance, ou voire même de l'ultra-endurance. Alors bien sûr, il y a plein d'autres facteurs, comme le mental, la nutrition, qui est très importante, le matériel, la gestion de course, la tactique. Tout ça ont une part prépondérante, et il va falloir bien articuler le tout pour être au top le jour J et faire une belle performance. Bon, néanmoins, on peut pas tout aborder là en 10-15 minutes, donc je me focalise un petit peu sur les côtés préparation physique et vraiment entraînement physique. Ok, alors en pratique, préparer à longue distance, ça nécessite bien souvent une préparation qui s'étale sur plusieurs mois. Selon moi, la durée optimale, c'est 6 mois. À partir du moment où on a déjà une certaine expérience en triathlon et que on veut faire ça comme il faut. 6 mois avec, je dirais, 2 parties. Une première partie de 3 mois de préparation un petit peu plus qu'on va qualifier de préparation physique générale ou orientée, et puis une deuxième partie de 3 mois qui peut être plus spécifique, qui va être plus spécifique, avec des entraînements plus orientés, triathlon, la nage en eau libre, des enchaînements vélo course à pied, des séances longues à pied, des séances très longues à vélo. Bref, c'est pour tous ceux qui ont un objectif cet été, c'est un petit peu, on est au cœur de cette deuxième phase de préparation spécifique. L'une des clés pour aller au bout d'un Ironman, c'est que, je dirais, et notamment pour ceux qui ont un objectif estival, c'est qu'à un moment, il faut quand même arriver à faire un volume d'entraînement assez conséquent, faire ce qu'on appelle une semaine de surcharge. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va vous permettre de franchir un palier, surtout si vous êtes dans le cas de figure où votre métier, votre famille, votre rythme de vie vous permet pas de beaucoup vous entraîner, de faire du volume tout au long de l'année. Si vous avez la capacité de vous entraîner 8, 10, 12 heures maximum en temps normal, donc à peu près 5-6 entraînements par semaine, ça va être très profitable pour vous de caler une phase de surcharge à peu près environ 1 mois de votre objectif triathlon longue distance. Cette phase de surcharge, elle vise à augmenter l'endurance de manière relativement rapide et efficace, en augmentant la distance à pied, en augmentant la distance en natation et en vélo. L'une des clés, bien sûr, c'est d'arriver dans ces moments-là à travailler quand même ses points forts pour faire en sorte que ces points forts soient encore plus forts le jour J. Donc pour tous ceux qui ont un objectif comme l'Ironman France, comme le triathlon de l'Alpe d'Huez en juillet, voire même en Brumman et Vichy au mois d'août,
voilà, on rentre dans une période où il va falloir envisager de caler et de programmer cette fameuse phase de surcharge, où l'idée est de tendre vers 15, 20, voire 25 heures d'entraînement pour ceux qui ont vraiment du temps libre et le physique pour caser cette période d'augmentation de l'entraînement. Et ça va durer, ça peut être sur une semaine, comme sur 10 jours, voire sur 15 jours. Bien entendu, dans ces moments-là, on évolue un petit peu sur le fil du rasoir parce que on ne sait jamais trop où se situe la limite de ce que votre corps va pouvoir tolérer. À la fois en termes physiques, à savoir que pour une charge d'entraînement donnée, il faut pouvoir assimiler cette charge et l'assimiler dans le temps imparti jusqu'à l'objectif. Mais aussi, il y a aussi, ça est particulièrement pour le longue distance, le côté blessure. Des fois, en augmentant la charge d'entraînement, on augmente les contraintes sur le corps et on peut se blesser. Donc, il faut arriver à trouver un espèce d'optimal qui n'est pas toujours évident à trouver. Donc, une charge d'entraînement qui permette de progresser, mais une charge qu'on va pouvoir assimiler et qui ne va pas laisser de séquelles. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, effectivement, que, par exemple, de se blesser avec une tendinite ou quelque chose de plus conséquent à quelques semaines de son objectif. C'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc, et ça c'est un petit peu ma philosophie de coach, dans ces moments-là, à un mois et demi de son objectif, il vaut toujours mieux en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop. Si on en fait un petit peu moins, on sera un petit peu moins entraîné, mais on sera quand même en forme. Si on en fait un petit peu trop, des fois, on bascule de l'autre côté et on se blesse, ou on bascule dans un état de méforme duquel on n'arrive jamais vraiment à récupérer. Donc il faut être assez humble, raisonnable dans ces moments-là, et savoir, gérer sa charge d'entraînement plutôt à la baisse, à l'approche de son objectif. C'est, on va dire, avoir une certaine sagesse dans sa préparation, que de gérer les choses comme ça. Bien entendu, si vous avez un coach, un préparateur physique, quelqu'un qui vous accompagne, il va pouvoir vous aider à prendre ce genre de décision et à ajuster votre charge d'entraînement. Puisque comme je le répète, quand on est comme ça dans la partie finale de sa préparation, on est un petit peu comme sur une ligne de crête. Si on est sur la bonne trajectoire, tout va bien se passer, mais si on dévie un peu de sa trajectoire en faisant un petit peu trop, on a vite fait de basculer et de perdre son état de forme. Alors bien entendu, cette surcharge d'entraînement, elle peut être, et notamment dans le cadre d'une préparation très longue distance, elle va quand même favoriser pour une majorité d'athlètes le vélo, qui reste la discipline, un petit peu la pierre angulaire du longue distance. C'est là où on y passe le plus de temps. Le vélo, ça conditionne beaucoup le marathon final. Donc, il faut être fort à vélo, très clairement. Pour préparer un Ironman, il faut être fort à vélo et il faut être suffisamment en forme à vélo pour pouvoir faire les 180 km tranquillement, si je puis dire. Et derrière, surtout, bien courir, avoir un marathon assez consistant, régulier, efficace. Augmenter la charge à vélo, c'est très important. Pour augmenter la charge d'entraînement, on peut aussi compléter avec des activités un peu annexes. Et notamment, je pense à tout le travail de gainage qui peut grandement aider pour le jour J. Et j'ai récemment participé à l'Ironman d'Afrique du Sud, début avril, et c'est l'un des enseignements que j'ai retiré de cette participation. C'est que pour faire face à une longue journée de sport comme un Ironman, il faut être en super condition physique et l'intégration du travail de gainage, d'étirement tout au long de la préparation est fondamentale. Donc je vous invite vivement à poursuivre votre travail de gainage si vous l'avez entamé pendant la période hivernale et la période de préparation générale. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez dès aujourd'hui commencer à intégrer du travail de gainage, du travail de mobilité, du travail de proprioception qui va vous permettre d'avoir une super condition physique et de prévenir toutes les problématiques de blessures
une grande majorité de problématiques de blessures dans la phase de préparation spécifique et dans la phase de surcharge. Donc ça, c'est fondamental. Pour être un bon triathlète, il faut déjà être un athlète. Et pour être un athlète, il faut être complet. Et être bien gainé, avoir de la souplesse, avoir de la force, tout ça, c'est des choses importantes. Alors, voilà un petit peu le topo général sur la préparation longue distance. Pour rappeler synthétiquement, le plus synthétiquement possible, l'idée c'est d'avoir une préparation rigoureuse et surtout régulière pendant plus ou moins 6 mois en amont de son objectif. Surtout pas négliger, en plus des 3 sports, le travail de gainage, d'étirement qui va vraiment contribuer à avoir de très bonnes fondations quand on aborde la partie finale de la préparation et notamment les fameuses phases de surcharge qui permettent de franchir un palier et d'être au top le jour J. Donc voilà, ça c'est l'organisation générale. Le dernier cycle d'entraînement, donc les dernières 5-6 semaines avant l'objectif, cette dernière phase, c'est une phase qui vise à avoir un pic de forme le jour J. Donc généralement, ça se décompose avec à peu près 2-3 semaines d'entraînement en surcharge, puis 2-3 semaines de décroissance progressive de la charge d'entraînement pour avoir une bonne phase d'affûtage et être sur son pic de forme le jour J. C'est pas super simple à gérer, mais voilà, on peut le faire en se documentant, en se renseignant, en lisant Trimax Triathlon Magazine ou en écoutant des lives sur le coaching que j'ai le plaisir d'animer tous les mois grâce à Trimax. Et puis, si on est vraiment un petit peu perdu, il faut surtout pas hésiter à faire appel à un coach, un expert d'entraînement, quelqu'un qui va vous aider à trouver la bonne dose d'entraînement par rapport à votre niveau, par rapport à votre objectif, par rapport à votre disponibilité et à vos contraintes professionnelles et familiales. Voilà, tout ça c'est un tout qui se traduit par une équation qui est pas toujours simple à résoudre tout seul. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller et à vous rapprocher de professionnels dont c'est le métier et qui ont une expertise dans l'entraînement longue distance. Nico nous dit, qu'est-ce qu'un big day? Alors effectivement, le big day, c'est une journée d'entraînement assez conséquente et ça vise notamment à augmenter son endurance de manière spécifique dans la perspective d'un triathlon longue distance. Donc un big day, généralement, ça se décompose avec le matin de bonne heure une première séance de natation où on va parcourir voilà, entre 3 et 4 km de natation, donc une séance plutôt longue pour démarrer la journée. Ensuite, on enchaîne par une petite collation, une petite phase de transition pour ensuite monter sur le vélo et faire à peu près 70% de la distance du jour J. Donc là, en l'occurrence, 140, 150, 160 km. Donc l'idée est d'enchaîner après la natation sur une séance longue à vélo. Et en fin de journée, après une petite pause et une petite collation, il n'y a pas d'obligation de tout enchaîner selon moi, comme sur un triathlon, mais on va enchaîner par une séance longue à pied de l'ordre de 20-25 km. Et ce fameux big day, ça permet de se rassurer psychologiquement sur sa capacité à faire de l'ordre de 70-80% de la distance prévue le jour J et en même temps de s'aguerrir, de se renforcer, d'augmenter son endurance. Donc généralement on cale au moins un big day dans sa préparation et généralement ce big day on le fait 3 semaines à 1 mois avant l'objectif pour je dirais un petit peu finaliser sa préparation spécifique. Alors Nico nous dit aussi quoi faut-il le faire sur 1 ou 2 jours? Alors effectivement l'idée si on le fait sur 1 jour c'est vraiment de simuler le triathlon en
parcourant des distances un petit peu moindres, mais des distances qui s'en rapprochent quand même. Mais on peut aussi, si on a peur de s'épuiser à la tâche, le répartir en 2 jours, avec par exemple sur un week-end, le samedi une belle séance de natation, puis en milieu de journée une belle séance de vélo de par exemple 100-120 km, et puis le lendemain une séance de vélo de 50-60 km, ce qui fera 180 sur les 2 jours, puis une belle séance à pied de, là encore, 20, 25, voire pour les plus aguerris, une trentaine de kilomètres à pied. Voilà, tout ça, là encore, à peu près 3 semaines, 1 mois avant l'objectif. Donc on peut le faire soit un jour, soit sur 2 jours. Et quoi qu'il en soit, c'est très profitable de faire ce genre d'entraînement à l'approche d'un Ironman. Thierry nous dit: que pensez-vous des entraînements longs à jeun? Bien, pas bien pour la préparation Ironman? Alors, l'entraînement à jeun peut être très profitable parce que lorsqu'on s'entraîne à jeun, on est dans un état physiologique qui s'apparente un petit peu à celui qu'on a après plusieurs heures d'entraînement. Néanmoins, c'est un entraînement qui peut générer pas mal de stress, pas mal de fatigue. Donc, je suis pas trop partisan des entraînements longs à jeun parce que, selon moi, ça génère trop de fatigue et ça permet pas vraiment de s'entraîner à des allures intéressantes pour progresser. Donc, je suis plus partisan soit de faire des séances courtes de type 45 minutes, 1 heure, voire 1h15, 1h30, à vélo ou à pied, voire même en natation. Soit faire des séances mixtes où on part à jeun, et j'aime bien ce genre de séance où on va par exemple pédaler pendant 1 heure à jeun, puis s'arrêter pour faire une petite pause collation, une banane, un café, une barre énergétique, et ensuite on poursuit sa séance pendant 2, 3, 4 heures en s'alimentant. Voilà, donc ce contraste entre le fait de démarrer à jeun, puis de rouler ensuite en s'alimentant, s'entraîner en s'alimentant, est très intéressant pour, je dirais, favoriser des adaptations physiologiques et s'entraîner nutritionnellement à l'Ironman. On peut même envisager un peu des contrastes, départ à jeun, ensuite pendant 1 heure on s'alimente, toujours sur une séance vélo, puis on reroule pendant 1 heure à jeun, puis on s'alimente à nouveau. Voilà, tous ces contrastes peuvent générer des adaptations et une progression très intéressante. Voilà, mais les séances très longues à jeun, je suis pas trop pour. Damien nous dit: je participe à l'Ironman de Lanzarote le 25 mai. Eh ben, bravo Damien, un très bel objectif, une épreuve mythique. Lanzarote, assez difficile. Je ne l'ai jamais faite, mais j'ai déjà coaché des athlètes en vue de Lanzarote et voilà, c'est un parcours vélo notamment assez exigeant. Donc bonne fin de préparation. Valérie nous dit: je prépare l'Ironman de Nice le 30 juin. Faut-il faire attention à ne pas trop perdre de poids? Alors, c'est une très bonne question qui renvoie à la notion de poids de forme. Donc Valérie, en fait, tout dépend si vous êtes déjà à votre poids de forme ou pas. L'Ironman de Nice, c'est dans maintenant environ 6 semaines. On est le 9, voilà, 6-7 semaines. Donc, on rentre dans la phase un petit peu finale de la préparation. Donc, je dirais 3 cas de figure. Si vous êtes déjà à votre poids de forme, alors ne cherchez plus à perdre du poids. Vous allez rentrer dans la charge d'entraînement la plus importante. Il faut manger. Sinon, vous allez vous fatiguer, voire même vous épuiser, et vous risquez de passer au travers de votre pic de forme. Voilà, ça c'est si vous êtes déjà à votre poids de forme. Si vous êtes encore un petit peu en surpoids au-dessus de votre poids de forme, je dirais que le simple entraînement va permettre normalement de perdre les 1 ou 2 kilos qui restent à perdre pour être au top le jour J. Ça c'est si vous êtes un petit peu au-dessus de votre poids de forme. Donc mangez normalement, pas d'excès et tout va se faire naturellement. Par contre, si vous êtes déjà en dessous de votre poids de forme, là il faut être très prudent parce que ça peut vraiment, avec l'augmentation de la charge d'entraînement, se traduire par une perte de poids excessive et
dans ce cas de figure par une diminution des performances, une sensibilité accrue à toutes les petites pathologies auxquelles on peut être, qu'on peut subir dans la phase finale. Les rhumes, les angines, bronchites, et sans oublier bien sûr les problèmes musculo-articulaires type tendinite, périostite et tout ça. Donc si vous êtes déjà en dessous de votre poids forme, il faut peut-être prévoir avant d'attaquer la charge finale de refaire une petite semaine de récup active, de reprendre un petit peu de poids en mangeant bien pendant cette semaine-là avant d'aborder la dernière partie de la préparation. Voilà, le poids est un indicateur et il vient en complément de pas mal d'autres paramètres comme les performances sportives, l'état de forme général, notamment psychologique, etc. Donc une bonne remarque, mais soyez prudente de ne pas perdre trop de poids à l'approche de votre objectif. Alors, Thierry nous dit, ancien coureur, je suis toujours surpris du peu d'importance de kilomètres à pied que les triathlètes font en prépa Ironman. Tu as un avis? Alors effectivement Thierry, c'est là encore une très bonne question, mais qui est à mon sens très individuelle. Certains coureurs ont la grande chance de ne jamais se blesser lorsqu'ils augmentent la charge d'entraînement et les kilomètres à pied. A l'inverse, d'autres athlètes sont très fragiles, très sensibles dès que la charge d'entraînement à pied augmente. Donc je dirais que tout dépend de son vécu à pied, de sa robustesse par rapport à la charge d'entraînement à pied. Si on est robuste et peu sujet aux blessures à pied, c'est bien évident qu'il faut allonger la distance et il faut courir. Et il faut courir sur des séances longues, il faut faire des séances rythmées, il faut entretenir sa VMA, enfin tout ce qui va permettre de finir fort l'Ironman à pied. Si à l'inverse on est un peu fragile, sujet aux tendinites du fascia lata, aux problèmes de hanche, aux problèmes de tendons d'Achille, c'est bien évident qu'on ne peut pas charger à pied. Et que donc il faut charger plus en natation, en vélo, et se contenter du minimum syndical à pied. Voilà, donc en fait tout dépend de l'athlète, de son profil, mais on ne peut pas appliquer des méthodes d'entraînement marathon pour des marathoniens aguerris qui ne se blessent jamais à des triathlètes et à fortiori à des triathlètes qui sont sujets aux blessures, notamment musculo-articulaires. Donc là encore, j'en reviens un petit peu à ma stratégie de coach, qui est une stratégie toujours prudente et conservatrice. Mieux vaut en faire un peu moins qu'un peu trop. Et quand le risque de blessure est, on va dire, un peu supérieur à la moyenne, voire élevé, il vaut mieux charger à vélo et en natation plutôt que de prendre le risque de charger en course à pied et de se blesser et d'être en galère à quelques semaines de son objectif. Voilà mon avis. Alors, Damien nous demande comment diminuer la charge d'entraînement les 2 dernières semaines avant son objectif. Alors, sur un Ironman, je pense que là encore, pour avoir une stratégie prudente, il est intéressant de prévoir non pas 2 mais 3 semaines d'affûtage, donc de décroissance progressive de la charge d'entraînement. Et l'idée, c'est de diminuer le volume. Donc voilà, sur les 2 dernières semaines, on va être à peu près à de l'ordre de 50% de l'entraînement, du volume d'entraînement habituel, mais de garder du travail à allure spécifique. Donc on va essayer de rouler à une vitesse sensiblement similaire, voire légèrement supérieure à la vitesse Ironman. Idem en natation, idem à pied. Donc diminution du volume, maintien de l'intensité, en tout cas de l'intensité à allure spécifique, celle qu'on espère avoir le jour J. On peut aussi garder des petites séances de rythme pour essayer de peaufiner un peu la vitesse et être en forme et être dans le rythme le jour J. Voilà, alors c'est extrêmement délicat à gérer parce que déjà c'est pas simple
mentalement, physiquement, de passer de 20-25 heures d'entraînement par semaine à 10-12 heures par semaine. Mais voilà, il faut arriver à trouver la bonne articulation, le bon contenu pour bien récupérer de sa surcharge, surcompenser et pas gamberger psychologiquement. Donc jamais simple à gérer. Bonjour Bruno qui nous demande quel serait votre conseil pour un premier Ironman comme Nice. Alors Nice c'est dans 6 semaines et demie si je ne me trompe pas. Je dirais que mon conseil ça serait là maintenant d'augmenter la charge à vélo et de faire des séances de vélo très spécifiques, voire même d'aller reconnaître le parcours de Nice si vous n'habitez pas trop loin, pour vous imprégner à la fois du profil, de la technicité du parcours et avoir les 180 km dans les jambes. Donc mon conseil c'est voilà, faites si vous pouvez, dans l'idéal, allez à Nice et faites les 180 km d'un coup pour à la fois augmenter votre endurance et bien vous imprégner des spécificités de ce parcours. Alors, je vais m'hydrater légèrement avant d'enchaîner avec la question suivante. Et donc, Médéric nous dit salut, j'ai 3 halfs au mois de juin. Je consacre 5 heures par semaine au vélo. Quelle part d'intensité dois-je mettre dans mes entraînements, allure course, PMA, etc. Alors, le format half, c'est un format qui nécessite à la fois de l'endurance, mais aussi de la puissance et de la vitesse. Donc je dirais que pour quelqu'un qui s'entraîne voilà 1 à 2 fois par semaine à vélo, on va dire 2 fois, moi je vous invite Médéric à faire une séance de qualité orientée pour tout ce qui est au-dessus de l'allure course, alors que ce soit du travail au seuil, que ce soit de la PMA, voire même du travail de force-vitesse type sprint. Tout ça c'est intéressant pour améliorer votre profil de puissance et être au top sur du format half. Et puis après pour la deuxième séance c'est de vous entraîner sur votre vélo que vous allez utiliser le jour J, notamment en position aéro, en endurance, sur des rythmes qui peuvent s'apparenter à l'allure course. Voilà, bon, ma réponse elle tient compte du fait que voilà, on est en mai et que vos objectifs arrivent en juin. Donc on est dans une phase d'entraînement très spécifique où on va à la fois s'entraîner en intensité mais aussi à l'allure course. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, Médéric nous dit rouler à 80% de FC Max pendant le vélo sur un half est-il correct? Oui, je pense que sur un half Ironman où on va passer de l'ordre de 3 heures sur le vélo, donc ça reste un effort quand même d'endurance. Il faut surtout pas trop se mettre dans le rouge et rouler vraiment au seuil à 90%, ça serait vraiment trop rapide. Donc je pense qu'une allure de l'ordre de 80-85% de FC Max, ça me semble pas mal pour un Alpha Ironman, tout en sachant que voilà, il vaut mieux être un peu raisonnable et garder du jus pour le semi, parce que sur Alpha, il faut être capable de faire un semi rapide pour faire une belle perf. Alors, on en vient à l'aspect nutrition, qui est un sujet extrêmement récurrent je pense pour le longue distance et chez les triathlètes qui font du longue distance. Et donc Guy nous dit, l'année dernière à Nice, après 80 km de vélo, impossible de manger et boire. En ce moment, je fais toutes les 45 minutes une barre et en alternance eau et électrolyte. Qu'en penses-tu? Je refais Nice cette année. Alors, effectivement, sur un format type Ironman,
la nutrition est fondamentale. Parce que quand on fait comme ça une très longue journée de sport qui va durer 11, 12, 13, 14, 15 heures, il faut impérativement absorber des calories, il faut absorber des glucides pour subvenir aux besoins de l'organisme. Et quand bien même vous mangeriez de manière extrêmement régulière, à la fin de la journée, vous seriez tout de même en déficit calorique. Donc toute la difficulté, elle est de trouver la bonne posologie, de trouver les bons aliments qui permettent de s'alimenter tout au long du vélo, notamment, puisque c'est principalement pendant le vélo qu'on peut manger, sans avoir de problème digestif pendant le vélo et après le vélo. Donc je dirais déjà en préambule, pour éviter tous les problèmes, la semaine qui précède l'Ironman, il faut surtout pas hésiter à avoir un régime sans fibres. Donc on va manger des pâtes, des pommes de terre, du riz blanc. On va éviter de trop manger de fruits. On va éviter tous les légumes fibreux. Et on va impérativement éviter les graines type sésame, graines de tournesol, etc. Les amandes, les noix et les légumes fibreux comme les haricots verts, le brocoli, les salsifis, enfin tous les aliments très fibreux. Donc un régime sans fibres la semaine qui précède l'Ironman, c'est extrêmement intéressant pour éviter les désagréments digestifs pendant la course. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut impérativement tester à l'entraînement ce que vous allez manger le jour J. Donc testez les bars, les fruits, les boissons énergétiques que vous pensez utiliser le jour J. Et essayez de trouver ceux qui vous conviennent bien, que vous pouvez manger régulièrement. L'idée, c'est de tendre vers 60 grammes de glucides par heure d'effort. 60 grammes de glucides, ça veut dire c'est l'équivalent d'une barre et d'un bidon de boisson énergétique chaque heure, à peu près. Donc voilà, il faut s'entraîner à ça, à absorber de telles quantités. Il faut s'entraîner à courir après avoir mangé ça, une telle quantité d'aliments. Mais effectivement, impossible de manger et boire au bout de 80 km de vélo. C'est très probablement une histoire d'habitude. Donc vous n'étiez peut-être pas entraîné à manger ce que vous avez mangé le jour J. Vous n'étiez peut-être pas... Enfin voilà, il y a une problématique d'entraînement nutritionnel, je dirais, à mon sens. Donc voilà, s'habituer à manger une barre toutes les 45 minutes ou une demi-barre tous les 30 minutes et de la boisson énergétique avec de l'eau et des électrolytes, voire même une vraie boisson énergétique avec de l'eau, des électrolytes et des glucides, ça me semble bien. Et c'est maintenant qu'il faut s'entraîner à ça. Et il faut prévoir de faire des séances où on va s'alimenter comme le jour J. Voilà, tout se joue pendant le vélo. C'est là qu'il faut s'hyper-alimenter pour ensuite avoir l'énergie et faire un marathon régulier. Parce qu'après, une fois que le marathon a démarré, on ne peut plus vraiment manger. On peut tout juste, s'alimenter avec une boisson énergétique, un peu de coca, voire un gel tous les 10 km. Voilà, c'est assez complexe, c'est très individuel, mais il faut s'entraîner nutritionnellement comme on s'entraîne physiquement et techniquement. Allez, on va prendre encore 2-3 questions parce qu'il est déjà 19h45 et le format normalement se termine au bout de 45 minutes. Alors, Sylvain nous dit « Bonjour, quel conseil pour le triathlon de M de l'Alpe d'Huez ?» Alors, le triathlon courte distance Alpe d'Huez, je dirais que un seul conseil, deux conseils. Le premier, c'est de nager en eau libre dans de l'eau froide. Ça va vous aider pour gérer la natation. Et le deuxième, habituez-vous à monter l'Alpe d'Huez ou à monter des cols similaires, puisque l'enjeu il est de faire
environ 45 minutes, 1 heure en montée à vélo et d'enchaîner derrière à pied. Voilà, donc il faut s'entraîner très spécifiquement, notamment à monter à vélo et à enchaîner à pied derrière. Karim nous dit, je prépare Vichy, pas de souci pour la natation à vélo. Par contre, les 4 marathons secs que j'ai réalisés, c'était très compliqué, crampes, le mur au 30e, etc. Que faire? Quelle stratégie adopter aux préparations? Alors, quand on fait un marathon sec, déjà c'est très différent d'un marathon Ironman. Un marathon sec, on part assez vite et en fait, on touche le mur à un moment ou à un autre. Des fois c'est au 25e, des fois au 30e, des fois au 35e, des fois au 40e. Mais c'est quand même assez rare qu'on arrive à aller au bout du marathon en étant régulier, consistant et sans avoir de moments difficiles. Donc sur un Ironman c'est un peu différent parce qu'on aborde le marathon déjà un peu fatigué et bien souvent la baisse de régime arrive plus vite et plus tôt. Donc sur un marathon Ironman il faut s'habituer à gérer des fluctuations d'énergie. Des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Et l'idée, c'est de continuer à avancer et d'avoir une certaine régularité, notamment dans les moments faibles où ça va pas très bien. Donc, pour un marathon Ironman, je dirais que l'enjeu, c'est de faire bien sûr des séances longues à pied, des enchaînements vélo-course à pied, et le jour J, de vraiment garder du jus pour le 2e semi. Voilà, se dire que un full Ironman, ça démarre vraiment au 2e semi, et c'est là qu'on rentre dans la phase difficile où il va falloir prendre sur soi, se faire violence pour continuer à courir alors qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie. Voilà. Donc faites du volume, entraînez-vous à vitesse spécifique, entraînez-vous à vous alimenter, pour pas dire vous hyper alimenter à vélo, et le jour J, serrez les dents quand vous serez dans un moment difficile. Parce que, in fine, c'est surtout mental plus que physique, le challenge. Allez, une dernière question. Je prends les 2 dernières, Bruno et Sébastien. Et puis après les autres, j'essaierai d'y répondre par écrit. Donc Bruno nous dit, à 7 semaines de Nice, conseillez-vous des courses de préparation? Et si oui, quelle distance? Cyclo, tri, course sur route, etc. Alors je dirais que voilà, 7 semaines de Nice, on peut encore se permettre de faire par exemple un Alpha Ironman ou un triathlon de préparation. Ça peut être intéressant. Je dirais dans cette phase-là, si vous le faites et que derrière vous enchaînez par une semaine de récup, puis votre cycle final, c'est une manière de voir les choses. Vous pouvez aussi intégrer cette course de préparation dans votre bloc de surcharge, mais auquel cas il va falloir faire cette course un peu en dedans. Je dirais que si vous avez déjà une certaine expérience, oui. Si c'est votre premier full Ironman, à mon avis, il vaut mieux vous concentrer sur l'entraînement et éviter de faire des courses de préparation qui peuvent générer beaucoup de fatigue et pas forcément vous apporter vous apporter un gros plus. Voilà. Donc il y a en fait faire une course de préparation là maintenant, il y a quand même une prise de risque. C'est le risque d'un peu trop en faire, de laisser trop d'énergie, d'être fatigué dans les jours qui suivent et donc de plus vraiment pouvoir s'entraîner. Donc voilà, si vous êtes novice, je dirais non. Si vous êtes expérimenté, oui. Et donc, dernière question qui a rien à voir avec le longue distance, mais voilà, ça va me permettre de conclure avec Sébastien qui nous dit « Quel conseil pour un premier triathlon en sprint ?» Alors, un premier triathlon sprint, déjà bravo, parce que à un moment ou à un autre, on a tous débuté par un premier triathlon et souvent c'est un court distance. Donc, un seul conseil, habituez-vous spécifiquement à enchaîner la natation, puis le vélo, puis la course à pied. Donc essayez de caler dans les semaines qui précèdent votre triathlon, de nager en eau libre avec une combinaison,
apprendre à enlever la combinaison rapidement sans tomber ni se faire mal dans la foulée, s'habituer à monter sur le vélo et à pédaler de manière assez soutenue juste après avoir nagé, et bien entendu s'habituer à courir après avoir roulé fort. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit entraînement de simulation dans les semaines qui précèdent votre premier triathlon sprint. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir nous dire sur Trimax, à nous faire un petit commentaire et à nous dire comment s'est passé ce premier triathlon sprint. Voilà, donc bah écoutez, on a eu beaucoup de questions ce soir comme je m'en doutais. Il est 19h51. Merci à tous pour votre préparation. J'essaierai de répondre à ceux à qui je n'ai pas répondu par écrit. Bonne fin de préparation pour votre prochain objectif. Si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, de vous faire accompagner dans votre préparation longue distance ou triathlon tout court, envoyez-moi un message via Facebook. Allez voir le site WTS et notamment la rubrique contact si vous voulez prendre contact avec nous pour qu'on évalue vos besoins et qu'on vous fasse des propositions. Voilà, donc une seule adresse, wts.fr, pour en savoir plus sur l'entraînement personnalisé en triathlon.